Alors nous allons écouter la conférence inaugurale de Christophe Mileski. Christophe Mileski est professeur des universités à l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Il est spécialisé en littérature contemporaine italienne et il est aussi traducteur connu pour ses traductions. Il a traduit à la fois des textes anciens, des textes de la Renaissance, et il est surtout traducteur pour des textes contemporains, et notamment des auteurs qu'il connaît personnellement d'ailleurs, et qu'il fréquente assidûment aussi, Ascanio notamment. Et donc il a à la fois une pratique de la traduction publiée, évidemment, qui n'est pas universitaire, pas spécialement dans un cadre strictement universitaire, et une activité de chercheur, on va dire, beaucoup plus classique, d'universitaire. Voilà, donc je ne vais pas parler très longtemps, je vais lui laisser la parole immédiatement. Merci. Vous m'entendez? Et là aussi? Bien. D'abord, je suis très ému et content d'être ici. Je remercie les organisateurs de leur cadeau empoisonné, Anne Béchard-Léoté et Sylvain Trousselard. Cadeau empoisonné parce que j'ai passé quand même quelques semaines, voire quelques mois à me torturer en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à des gens qui sont des traducteurs, des praticiens, des théoriciens, qu'est-ce que j'ai à raconter là-dessus? Donc cadeau empoisonné, mais je suis quand même très content au bout du compte d'être là et de vous parler. Et je remercie tout particulièrement Isabelle Furion, qui n'entend toujours pas qu'on la remercie, parce que la partie logistique est décisive et qu'elle a mené ça vraiment avec beaucoup de professionnalisme et de sympathie. Alors la notion centrale qui est au cœur de ma réflexion, c'est la question d'abord de la source. Et je voudrais faire quelques rappels, quelques évidences, enfoncer quelques portes ouvertes, mais au passage peut-être apporter quelques réflexions. Cette notion de source est évidemment métaphorique. Et en tant que telle, elle implique systématiquement le réseau conceptuel de la temporalité, en l'occurrence d'une temporalité linéaire. La temporalité propre à un ruisseau, à un cours d'eau, à un fleuve, qui à partir d'une origine, sa source, s'écoule jusqu'à ses confluents et à terme jusqu'à la mer. Il y a un avant et un après, il y a une origine, un point de départ et un développement qui lui fait suite. Il y a un amont et un aval. Alors on voit donc facilement, comme ça, intuitivement, métaphoriquement, pourquoi cette notion de source a été très tôt associée au domaine de la traduction, notamment en superposant le processus de l'acte traductif à son résultat. Le fait de traduire à l'œuvre traduite, comme quand on dit cette traduction du chansonnier de Pétrarque. Ce réseau métaphorico-terminologique nous rappelle qu'à différentes époques de sa période, de son histoire, l'évolution de la pensée traductologique s'est penchée, est revenue à la notion de source, est revenue à sa source, avec un jeu de mots facile. En l'occurrence, en considérant la traduction comme le transport d'un objet d'un point de départ à un point d'arrivée. Et se sont ainsi articulés, il en était question dans le préambule qu'on a entendu tout à l'heure, se sont articulées différentes approches sourcières, je vais revenir sur ce terme, qui confient au traducteur la responsabilité de demeurer aussi strictement fidèle que possible à la morphologie du texte original. D'où cette phrase de Sandrine, peut-être une bonne traduction est une traduction morte, parce qu'on voit bien tout ce qu'on tue en s'éloignant de la forme première du texte, et on s'efforce éventuellement, dans un second temps, de reproduire les éléments culturels du texte traduit, je dirais pour simplifier, le message. Le message devient quasiment second. Selon le paradigme le plus extrême de cette pensée sourcière, le traducteur en arrivera à contraindre la langue d'arrivée à prendre la forme qui lui est dictée par le texte de départ. Et donc le traducteur sourcier doit veiller en premier lieu à ne pas déformer le véhicule employé par l'auteur, puis éventuellement, je dis éventuellement par provocation, de restituer le sens du message. L'auxiliaire naturel du traducteur sourcier, ça ne veut pas dire qu'il est le seul à l'utiliser, mais son auxiliaire naturel, c'est la note en bas de page, dont on connaît d'ailleurs certaines formes paroxystiques, comme par exemple jeu de mots intraduisibles. Aux écoles de pensée sourcière, nous le savons, s'opposent les écoles de pensée ciblistes,
ou dite aussi doctrine du skopos, de skopos, le but en grec ancien. Selon ces écoles, il convient de privilégier d'abord l'exactitude des propos au détriment de la stylistique, de la précision des références quand ça s'impose. Pour faire passer le message du texte, la traduction doit parfois remplacer des éléments culturels du texte de départ par des éléments équivalents dans la culture d'arrivée, mieux connue des lecteurs que l'on vise. Le plus important, c'est le message qu'on entend délivrer et la forme, je dirais, vient en second. Pour les ciblistes, la traduction en quelque sorte est une mise en culture, une remise en culture, une transplantation. Il s'agit de transférer des formes-fonds qui prennent sens dans une culture donnée vers une autre culture qui peut requérir du traducteur le recours à d'autres images, tournures, formes, contenus, etc. Je prends un exemple simple pour illustrer ces deux attitudes, un exemple dans la littérature italienne. Imaginons un texte où il est question de la settimana enigmistica. Et d'une rubrique intitulée « Non tutti sanno che ». Tout le monde ne sait pas que. Alors, je pourrais laisser la référence en état, éventuellement mettre une note en bas de page pour expliquer la settimana enigmistica est un hebdomadaire de jeux, de devinettes, de vignettes humoristiques, etc. Et dire « Non tutti sanno che » est une rubrique dans laquelle se trouvent des faits divers particulièrement spectaculaires. Par exemple, qu'un Chinois a mangé une Mercedes entièrement, à part la batterie, semble-t-il, que, c'est une histoire vraie, qu'un Russe a mangé 250 pizzas, ou qu'il y a des grenouilles dans certains pays qui, l'hiver, entrent dans un état d'hibernation tel que plus rien ne les distingue de la mort, mais qui renaissent comme des bourgeons au printemps. Voilà le genre de rubrique. Alors, je peux mettre une note, ou alors je peux décider de chercher un équivalent. Et si le lecteur de ce magazine, dans le livre que je traduis, est un jeune garçon, mettre par exemple le journal de Mickey, parce que le journal de Mickey a une rubrique qui s'appelait, ou avait une rubrique naguère qui s'appelait « Le saviez-vous » ou « Incroyable mais vrai », les deux existent, et je peux remplacer purement et simplement Settimana enigmistica par journal de Mickey. Alors ça, c'est ultra cibliste. J'ouvre une parenthèse rapide. J'ai découvert en préparant cette communication que chez les restaurateurs d'œuvres anciennes, on a les mêmes écoles en fait. Il y en a qui préconisent de faire apparaître ce qui a été refait au point parfois de le cercler de rouge, et d'autres qui au contraire disent non, non, il faut homogénéiser et faire disparaître les restaurations de façon à ce que le spectateur soit devant quelque chose dont il ne sache pas dire de quand ça date. Enfin, si ça a été refait au XXe siècle, il faut que ça apparaisse comme d'époque. Tout doit être homogène. Alors en France, cette querelle connue entre sourciers et ciblistes a eu deux champions respectifs, en les personnes de Henri Méchonic, disparu récemment, et de Jean-René Lamiral, toujours en activité. C'est ce dernier, d'ailleurs, vous le savez, qui a forgé les termes en 83, cibliste et sourcier. Alors à ma droite, 1m75, 79 kg, Henri Méchonic, qui incarne une tendance traductologique qui vise à produire un effet d'étrangeté, source-oriented, qui propose une traduction proche de la traduction littérale, capable de ramener continuellement le lecteur vers le sentiment qu'il est face à un texte traduit, par des éléments propres au texte original qui le déroutent. Cette tendance, bien sûr, se reflète dans les propres traductions de Méchonic, notamment celles de des textes bibliques, car pour Méchonic, le mal absolu, c'est la traduction effaçante de la culture langue de l'original, qui, selon lui, revient du même coup à nier le travail du traducteur. À ma gauche, Jean-René Lamiral, qui défend une posture naturalisante du traducteur, et donc sa liberté de proposer une traduction target-oriented, orientée vers la cible, autrement dit, conçue en fonction du lecteur étranger, qui amènera celui-ci, dans l'idéal, à oublier qu'il est face à un texte traduit. La manière dont Ezra Pound, on va y revenir, traduit par exemple des textes de Leopardi ou de Cavalcanti, relève d'un choix target-oriented, auquel s'ajoute sans doute quelque chose, j'y reviendrai. En fait, comme dans tout cadre hyperthéorique, lorsqu'on pousse à bout le cadre hyperthéorique, on essaye de tracer dans une netteté parfaite des frontières et des distinctions, et voilà qu'on en arrive à des considérations paradoxales. Par exemple, pour l'amiral, les sourciers sont des ciblistes en puissance. Ils sont tellement fascinés par le texte original lorsqu'il s'agit de poser les bases épistémologiques de leur pensée traductologique, mais se découvrent, dit-il, je cite, ciblistes quand il s'agit de traduire. Donc, théoriciens sourciers, mais praticiens ciblistes. Inversement, les ciblistes les plus convaincus ne le sont jamais pleinement, ils sont toujours quand même largement sourciers, sinon il faudrait qu'ils nous disent que les aventures de Don Quichotte se déroulent en Auvergne, que Roméo et Juliette vivent en Bretagne, et que Pinocchio s'appelle Pinoche ou Binoche.
L'auteur et traducteur, qui est aussi devenu un ami récemment, Michel Volkovitch, qui est plurilingue, mais qui traduit en tout particulièrement du grec, résume cette question dans une phrase d'une savoureuse ironie que vous ne pouvez pas lire parce que ça ne marche pas. Je ne vais pas vous la lire parce que j'ai prévu que vous la regardiez. Il faut que je fasse un truc pour l'écran, non? FN, F4. En FN, je ne fais jamais ça. Ce n'est pas un principe. Je ne mets jamais ces deux lettres ensemble. Voilà. Eh bien alors, Il y a le truc à côté. Voilà. il n'est pas plus bête qu'un autre. Ah ben. Voilà. Personne n'est totalement l'un ou l'autre, donc sourcier ou cibliste. Et j'aime bien la fin. Je persifle, c'est plus fort que moi. Hein, parce qu'il dit le cibliste est menacé de ringardise, lycée Berman, cité méchonique, encensé Benjamin. Tout cela n'est pas si simple. Je me sens plutôt cibliste, mais moins qu'à mes débuts. Les sourciers, malgré leur excès, m'ont appris à assouplir, à enrichir ma langue, à oser davantage. Ils m'ont aidé à mettre du vin dans mon eau. Hein, il retourne évidemment le syntagme. Ce qui est joli aussi, ça c'est pour nous. Devant les intellos de haut vol, les bêtes de colloque, ceux qui pensent la traduction plus que de la pratique, jouez les sourciers. Bien. Ces mots, je les ai choisis parce qu'ils sont cocasses, mais surtout parce qu'ils nous rappellent l'impossibilité de sortir de cette dichotomie d'une part. Elle est devenue trop traditionnelle pour qu'on l'ignore, mais en même temps l'impossibilité, voire le danger pour le traducteur, de prendre un parti trop défini et trop définitif dans cette querelle. On risque toujours de prendre le sourcier fanatique en flagrant délit de lèse-sourcisme et le cibliste intégriste en flagrant délit d'atteinte au ciblisme. Comme l'a précisé Franco Buffoni dans un texte qui s'appelle Con il testo a fronte, qui a été republié en 2016, malgré les charmes certains de l'approche dichotomique qui oppose cible et source, malgré sa richesse épistémologique qui nous permet de penser à l'infini notre idée de la traduction selon des couples récurrents tels que liberté, fidélité, adhésion, trahison, fluidité, littéralité, verbum, sensus, etc. Malgré cela, il est impossible de sortir de cette impasse millénaire, sinon finalement en ignorant, en allant vers une sorte de refus de prendre en compte les notions même de source et de cible. C'est dans cette direction que je suis en train d'aller avec vous. Alors cette opposition est bien sûr très utile, elle nous fournit des outils de langage et des schémas de description, mais elle ne suffit pas en tant que telle à nous permettre de penser pleinement ce qu'est et ce qu'implique la traduction. Mon objectif, c'est, d'ici la fin de la conférence, d'avoir convaincu Sandrine qu'une bonne traduction est une traduction vivante. Dans certains cas, la distinction entre ces deux postures traductives tend même à se brouiller et à s'effacer, du moins telle qu'on la pose communément. Si je traduis par exemple des passages en dialecte, écrits en dialecte, en argot, en créole, en pidgin, en ayant recours dans la langue d'arrivée à un dialecte ou à un parler circonscrit localement ou socialement dans l'aire du pays d'arrivée. Hein, si je traduis du dialecte catalan, qui émalerait, enfin c'est une langue, hein, pardon pour les catalanistes, mais du basque, dans un texte espagnol, qui émaillerait le texte espagnol, et que je traduis ça en utilisant de l'auvergnat, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis cibliste ou est-ce que je suis sourcier? Ben, les deux, mon général. Je suis évidemment cibliste parce que j'accomplis le degré d'acclimatation maximale de ma traduction dans la culture cible, mais je suis évidemment sourcier aussi parce que je rends pleinement compte de toute l'étrangeté du texte premier par rapport à sa langue source. Alors au bas mot, cette dualité entre source et cible devrait être pensée plus que comme une dichotomie, comme une dialectique. Ce réseau métaphorique et terminologique de la source, je l'ai dit, implique une temporalité d'ordre linéaire, monodirectionnelle et strictement diachronique, avec un avant, le texte à traduire, et un après, le texte une fois traduit. Je propose maintenant d'imaginer la traduction non plus dans cette temporalité strictement linéaire et simple, comme un processus qui amène un message d'une forme linguistique et culturelle à une autre, mais dans une double temporalité linéaire, due à la nature historique aussi bien du texte traduit que du texte à traduire. Tout à l'heure, monsieur a fait allusion à la temporalité qui affecte les traductions, mais cette temporalité, on ne le dit pas assez, affecte aussi le texte que l'on traduit. Si on s'en souvient, voilà qu'on désacralise, qu'on démonumentalise le texte original, puisque ce dernier aussi est en mouvement dans le temps. Il a ses propres sources, son avant-texte, son intertexte. Les mots dont il se compose sont pris dans l'évolution sémantique. Ses structures syntaxiques et grammaticales évoluent, changent dans leurs fonctions, dans leurs usages, etc.
Sinon, il faudrait traduire les textes du Moyen-Âge en langue du Moyen-Âge. Ce que personne ne fait, évidemment. Même pas les sourciers les plus sourciers, même pas Pézard avec la Divine Comédie. Il a tendu dans cette direction, mais ça n'est pas exactement ce qu'il a fait. Dans cette perspective, le texte est là, peu importe qu'il soit cible ou source, le texte est le produit résultant d'une rencontre entre pairs, d'une rencontre à mi-chemin entre tous les textes sources et tous les textes cibles possibles, selon une dynamique qui n'est plus linéaire, mais qui devient centripète. Parce que si on convoque la notion de source, alors on doit aussitôt reconnaître en toute bonne foi que le texte source d'une traduction n'est pas, tant s'en faut, la seule source du texte cible. Le texte cible, c'est un fleuve qui a beaucoup de sources. On peut même dire que ce n'est peut-être pas la source principale du texte cible. Je veux dire que le texte traduit se compose évidemment en majorité, en grande majorité, d'éléments empruntés ou retransposés depuis le texte source, mais il se compose peut-être essentiellement, y compris dans les traductions les plus sourcières qui soient, d'éléments puisés synchroniquement dans le patrimoine linguistique et culturel de la langue d'arrivée. Le traducteur traduit avec sa culture propre, dans son époque, avec son bagage, son imaginaire, etc. Et par exemple, il y a le cas célèbre de la traduction que Baudelaire fait d'Edgar Poe, qui doit certainement au moins autant à Baudelaire qu'à Poe lui-même. En quelque sorte, Poe devient le prétexte, dans le double sens du terme, de la traduction de Baudelaire. Et d'ailleurs, il produit un texte qui est lu de manière autonome par rapport à sa source présumée. On pourrait d'ailleurs résumer cette idée dans une formule. Le traducteur, comme tout écrivain, écrit dans un système de réminiscences, formé pour partie de celles qui lui viennent de l'œuvre qu'il traduit, mais pour partie seulement. Et il y a des réminiscences qui lui viennent de partout ailleurs. Et ces réminiscences, en tout cas, il les adapte toujours à sa main, à sa langue, à sa culture. Alors il y a d'autres cas de figure, nombreux, qui sont propres à remettre en question la linéarité supposée du rapport chronologique entre source et cible. Il peut arriver, par exemple, que la dynamique temporelle linéaire qui amène du texte original au texte traduit soit brisée, voire anéantie, par la disparition du texte original comme source. Nous avons des collègues à Paris 3, dont j'ai découvert l'existence récemment, qui travaillent précisément sur les textes de traduction sans original, et qui nous disent que si on affirme, on oublie, on continue à maintenir que la traduction se définit exclusivement comme production dans une autre langue d'un texte équivalent à un texte au premier, alors on oublie les nombreux cas dans l'histoire ancienne et contemporaine de la traduction, des traductions ayant reçu le statut d'œuvres originales, par disparition du texte premier, ou parce qu'il n'a jamais existé, ou alors parce que la distinction entre copie et original a été brouillée. Et on peut classer dans leur suite les traductions sans original dans trois grands groupes. Je vais dire ça rapidement. D'abord, les traductions effectives, mais qui finissent par être lues comme des originaux, voire à remplacer les originaux. Il y a évidemment le cas extrêmement célèbre de la Bible. Il y a plusieurs traductions de la Bible. On ne sait pas exactement quel est l'original de ces traductions. Et il y a d'autres cas un peu moins connus. Le cas d'un essai qui s'appelle Saturne et la mélancolie de Raymond Kliblanski, Erwin Panofsky et Fritz Sachsel, dont l'original allemand a disparu pendant un bombardement à Hambourg pendant la guerre et qui est ressorti dans une traduction anglaise en 1964, à partir de laquelle on a refait un original allemand. Ça s'est produit aussi pour un roman d'un Chinois, Lao She, qui a été assassiné, semble-t-il, en 1966 pour des raisons politiques, The Drum Singers, qui paraît d'abord en anglais aux USA et qui, à partir de cette version, est retransposé en chinois. Donc ici, l'original chinois est une traduction de l'original anglais, qui est lui-même une traduction d'un original chinois qui n'existe pas. Il arrive, j'ai déjà parlé de Baudelaire et de Poe, il arrive que l'original, dans un pays, en tout cas, éclipse complètement la traduction. Mais d'une certaine manière, c'est toujours ce qui arrive. Il y a été fait allusion à propos de la littérature comparée. On n'oublie, certes pas tout à fait l'identité de l'auteur, mais on oublie, et quand je dis on, c'est les lecteurs ordinaires, mais parfois aussi les critiques, et parfois aussi des chercheurs, on oublie qu'on a affaire à une traduction. Si on demande à nos amis s'ils ont lu Shakespeare, Kafka, Tolstoï, Cervantes, Garcia Marquez, Steinbeck, etc., ils vont sans doute nous répondre oui, mais ça ne voudra pas dire qu'ils maîtrisent l'anglais élisabétain, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'anglais nord-américain, etc. Et il est en tout cas peu probable, même des collègues chercheurs, qu'ils nous répondent « Oui, oui, j'ai bien lu Kafka, Le Château dans la traduction de Vialat et La Métamorphose dans la traduction de l'Ortolari ». Même moi, je ne penserais pas répondre comme ça alors que je réfléchis à ces questions. Pour le commun des lecteurs, mais j'insiste, y compris pour des lecteurs peu communs, tout se passe comme si Tchekhov
et Isben avait écrit en français. Alors, on peut aussi penser à des œuvres qui ont été connues à travers les traductions relais. Ça se faisait beaucoup dans l'Antiquité et jusqu'au XVIe, XVIIe siècle par le latin. Et ensuite, c'est plutôt le français et l'anglais qui vont jouer ce rôle, notamment pour les langues minoritaires. Ça se fait encore en réalité. Ces traductions relais ont forcément imposé une idée de l'œuvre originale qui parfois est beaucoup plus forte que l'œuvre originale elle-même. Je doute que les œuvres originales de Mishima aient fortement conditionné mondialement sa réputation. Ce sont les traductions anglaises qui ont fait sa réputation. De même, si Tagore a eu le prix Nobel en 1913, ça n'est pas parce qu'il avait fait un recueil de poèmes en bengali, mais parce qu'il a traduit en anglais ce recueil de poèmes en bengali. C'est sa poésie anglaise, alors qu'il est écrivain de langue bengali. Et puis, il y a évidemment le cas d'écrivains qui, voyant leur traduction paraître parfois avant dans une traduction que dans leur propre langue, au vu des réactions du public, au vu même du texte de la traduction, modifient en retour leur propre original. Et puis, il y a bien sûr les traductions où il n'y a pas de texte premier parce qu'ils sont des transpositions d'une littérature orale, contes, légendes, etc. L'exemple sans doute le plus célèbre, c'est Les Mille et une Nuits, qui est un recueil anonyme de contes populaires oraux en arabe, d'origine persane et indienne. Donc vous voyez la babel linguistique, c'est une source qui a elle-même de multiples sources, confuses et plurilingues. Et pour tout arranger, vous le savez, la première traduction mondiale, c'est la traduction en français au XVIIIe d'Antoine Galland, qui comporte, comme ça se faisait, des ajouts de la main de l'auteur. Et je dis, tiens, ce serait sympa de raconter ça aussi, des choses qu'il a entendues dans ses voyages. Et c'est à partir de cette traduction fausse que se font les premières traductions anglaises, avec l'importance évidemment mondiale qu'elles prendront. Alors, deuxième cas de figure, c'est les pseudo-traductions qui en réalité sont des originaux présentés par les auteurs plus ou moins malicieux comme des traductions. On a un exemple en 1760 déjà, mais il y en a eu beaucoup à l'âge classique, chez le poète James Macpherson, qui publie en 1760 donc les Fragments of Ancient Poetry collected in the Highlands of Scotland and translated from the Gaelic or Erse language. Donc il présente un recueil qu'il attribue à un barde légendaire, Ocean, en disant voilà, j'ai récolté du matériel. C'est entièrement, on en est sûr maintenant, de l'invention pure et simple de l'auteur. Ça donne un peu plus de lustre, disons, au travail de l'auteur. On sait que l'abbé Prévost a fait la même chose. On connaît le très célèbre exemple des lettres portugaises, présentées comme lettres portugaises traduites en français en 1669, qui sont, de l'avis des spécialistes, aujourd'hui un roman épistolaire de Gabriel de Guirag. Alors l'histoire est pleine de ce genre de mystification, d'utilisation factice plus ou moins avouée de la traduction, qui perturbe radicalement, qui perturbe à la racine l'idée qu'on peut se faire de la fiction littéraire et de la source de l'inspiration. Cervantes présente le Don Quichotte comme la traduction d'un manuscrit arabe. Borges joue avec cette idée dans le Pierre Ménard, auteur del Quijote, quand il dit Pierre Ménard réécrit le Quichotte au XXe siècle, en 1930. Et puis, il y a un très joli texte de Leonardo Sciascia qui s'appelle Il Consiglio d'Egitto, où il imagine un personnage qui s'appelle Don Giuseppe Vella, à qui on demande de traduire un code arabe que personne ne sait déchiffrer. Et Vella ne connaît pas très bien l'arabe, mais il y voit une occasion de se faire une belle place au soleil à côté des puissants. Donc il prend le texte, il commence par le défigurer en rajoutant des traits, des cédilles, des points un peu n'importe où. Ensuite, il dit c'est pas de l'arabe, c'est du Mauro Siculo, du Moro sicilien, un dialecte donc mixte d'italien et d'arabe. Et il dit oui, je connais très bien cette langue. Et il fait une traduction qui est une écriture pure et simple d'un code sicilien du Moyen-Âge qui va permettre aux puissants d'être très contents et de lui faire une rente à vie. Il se fait choper à la fin. Dernier exemple, on voit désormais apparaître des œuvres directement en bilingue par les auteurs eux-mêmes, comme par exemple Impression d'été de Ying Shen, qui est une écrivaine chinoise, d'origine chinoise mais d'expression française, qui vit au Québec, et qui a publié ce recueil de haïkus en chinois et français en 2008. Alors le texte nous dit traduit du chinois par l'auteur. Mais comme Ying Shen n'avait jamais rien écrit en chinois jusque-là, mais que en français, qu'elle connaît par ailleurs, je dirais qu'elle a écrit entre deux langues, voire entre N langues, parce qu'elle connaît par ailleurs le français, le mandarin, le dialecte de sa province d'origine, le russe, l'italien et l'anglais. Donc je pense qu'elle n'écrit pas exactement en chinois, même quand elle dit « j'écris en chinois ». Elle écrit en pensant déjà à la traduction, voire elle écrit en traduction.
Dans le contexte de la globalisation actuelle, on voit de plus en plus ce genre de phénomène, de recueil ou de textes qui paraissent en bilingue, voire en trilingue. J'ai vu un très très bel exemple en français, allemand et un dialecte du Tessin suisse. Et parfois, vous le savez, l'écrivain participe, notamment avec l'anglais, à la traduction de son propre livre. Alors on voit que tout ça met à mal la clarté de la distinction entre texte original et texte traduit, entre texte de départ et texte d'arrivée. En quelque sorte, dans ces cas de figure, qui sont nombreux, c'est comme si le texte devenait une virtualité qui prend forme tour à tour dans des langues diverses, qui s'incarne, pourrait-on dire, dans des langues diverses, sans qu'on puisse établir clairement la nature et la mesure de son rapport avec son improbable source. Alors, après la temporalité linéaire et la temporalité centripète et multiple, je propose d'envisager une temporalité cyclique. Si la traduction, comme c'est souvent le cas, en tant que point d'arrivée d'une évolution du texte source, devient à son tour la source de l'interprétation de ce texte. Retour à l'envoyeur. Petit rappel terminologique, selon Daniel et Aline Patt, dans un livre qui s'appelle « Pour une exégèse structurale » de 1979, l'interprétation d'une œuvre se décompose en deux moments. L'exégèse, c'est-à-dire la compréhension du texte en lui-même, son sens immédiat et littéral, et l'herméneutique, ce qu'il signifie pour son interprète et pour ses contemporains, le sens second et médiat du texte. Eh bien, la traduction est susceptible de fonctionner comme source aussi bien de l'exégèse que de l'herméneutique. Je dirais même que le traducteur est toujours aussi nécessairement un exégète et un herméneute, même lorsqu'il l'ignore, même lorsque c'est un mauvais traducteur. La question n'est pas là. On connaît cette citation de Steiner, j'en ai trouvé une autre un peu moins connue, mais qui dit la même chose et qui expose la variété des rôles du traducteur. Exégète et herméneute. Les notes du traducteur illustre de façon spectaculaire cette fonction pédagogique, à la fois exégétique, clarifier le sens littéral, et herméneutique, interpréter les enjeux d'un point, d'une référence, d'un jeu de mots, etc. Cette étude des notes traductologiques, d'ailleurs, en traductologie, est devenue un des enjeux importants. C'est un objet classique, disons. Alors, au-delà de ce cas spectaculaire, les notes du traducteur, je suis d'avis que la traduction est toujours un acte intégral d'interprétation d'une œuvre. Et peut-être davantage même que la critique. Parce que la critique peut faire semblant de ne pas voir certaines choses, alors que la traduction est obligée de traverser le texte et connaît parfaitement les endroits où ça achoppe. Quelle que soit la qualité de la traduction, ça n'est pas le propos. Toute traduction engage une lecture de l'œuvre traduite, repose sur et propose des choix révélateurs de la manière dont le traducteur lit, comprend et resémantise le texte dans la langue d'arrivée. Bien entendu, ça se voit au niveau des solutions traductives ponctuelles, si on considère des mots isolés, des tournures, etc. Mais même s'il est plus difficile d'en rendre compte, et beaucoup plus long surtout, je dirais qu'une traduction engage aussi ce qu'on peut appeler la poétique de l'œuvre qu'on traduit, ou si on préfère la Weltanschauung, la vision du monde qu'elle porte et qui la sous-tend. Qui la sous-tend telle que le traducteur la voit et la conçoit, évidemment. Autrement dit, tel ou tel choix de traduction, d'un terme, d'un syntagme isolé, est toujours l'indice d'une attitude générale du traducteur à l'égard du texte de départ. Et à l'inverse, c'est la manière dont le traducteur conçoit globalement la poétique du texte qu'il traduit qui lui dicte ponctuellement ses solutions, tout ça pouvant être parfaitement inconscient. Donc des choix qu'il faudrait qualifier non pas de ponctuels, mais d'apparemment ponctuels, parce qu'ils finissent par composer une certaine manière d'interpréter l'œuvre traduite, ou parce qu'inversement, ils sont toujours conditionnés par une certaine idée du texte que l'on traduit. Face à un auteur, mettons hermétique, je prends un exemple particulièrement extrême, un auteur difficile dont on ne comprend pas bien les choses. Si je considère cet auteur comme mineur, comme secondaire, comme malade mental éventuellement, il y a des cas, eh bien je vais me dire, bon là c'est pas compréhensible, mais c'est parce qu'il était taré ou parce qu'il ne savait pas écrire. Si au contraire je pense que cet auteur est un auteur extrêmement important et que j'admire sa poétique, voilà que je vais beaucoup plus m'interroger sur la manière de rendre compte de son texte. Je répète, c'est souvent un processus inconscient, les traducteurs ont des délais serrés, mais lorsque un traducteur a le temps de passer des années, voire une vie avec un texte, voilà que cette prédominance du parti pris global d'interprétation devient lucide, maîtrisée et revendiquée. Il y a évidemment un cas pour les italianistes incontournable, c'est la traduction par Jean-Charles Véliande de la Divine Comédie, qui lui a pris 15 ou 20 ans ou 30 ans, on ne sait pas où jusqu'à quand il a commencé, peut-être même avant, et qui est à l'évidence le fruit d'une pensée générale sur la Divine Comédie. Plus récemment, on a une traduction en décasyllabes rimés, un tour de force, qui là aussi relève d'une pensée sur
Dante dans son ensemble. Et j'ai pris un exemple, je passerai très vite dessus, sur les Canti Orfici de Dino Campana, un texte de 1914, où on a existe déjà 4 traductions, une 5e vient de sortir, ce qui est assez peu banal. Et c'est un de ces auteurs fous et dont certaines pages sont vraiment extrêmement opaques. Voyons ce premier exemple. Le poète vient de décrire la nature et tout d'un coup il est pris d'un doute. Est-ce que je ne serais pas juste en train de brasser des clichés littéraires? Ne serais-je pas en train de voir la nature à travers un filtre culturel? Littérature, non so, il mio ricordo, virgule, l'acqua è così. On a quand même 4 traductions publiées, 1, 2, 3, 4, et une 5e possible, qui à chaque fois engage une certaine manière de comprendre ce segment, mais de comprendre la problématique générale dans l'œuvre du poète entre culture et littérature, culture et expérience vécue, vie et poésie, et ici souvenir et eau. C'est vrai que c'est troublant, mon souvenir, virgule, l'eau est ainsi. Ça ne veut rien dire. Quoi? Ça a l'air de dire que le souvenir c'est comme l'eau, ou que l'eau c'est comme le souvenir. Eh bien peut-être bien que oui, peut-être bien que c'est ce qu'il veut dire. Apparemment, ça n'est pas ce que voudraient qu'ils disent les premières traductions, ou en tout cas pas très clairement. Sans parler de celle qui effacerait le jeu, hein, qui calquerait là de façon très sourcière l'italien, non so, puisqu'on n'est pas obligé de dire jeu en italien dans ce cas-là, ne sait. Parce que le jeu s'efface, c'est une question plus large de la poétique de Campana. Donc vous voyez comment à travers des choses microscopiques, ces quelques mots, on en arrive à 5 potentielles poétiques différentes du même auteur. Alors sortons maintenant complètement du rapport linéaire entre original et texte, on avait déjà commencé à le faire, et attribuons à la traduction maintenant un objet tiers, en l'occurrence sa propre puissance expressive. La dynamique que j'envisage maintenant, c'est celle d'un approfondissement vertical du texte traduit, inspiré bien sûr toujours par le texte source, mais inspiré seulement et non plus dicté, et qui en même temps cependant dépasse et à la limite finit par oublier le texte source. Le texte d'arrivée devient ici un objet autonome, une nouvelle création, et le traducteur, à mon sens, devient pleinement un écrivain. Tout écrivain, dit Stefan Zweig, devrait d'abord passer par la traduction car il faut avoir torturé sa propre langue avant d'écrire. Et plus récemment, Agnès de Sarthe, traductrice de l'anglais et romancière, nous rappelle qu'en traduisant, eh bien, on fait ses gammes. Au risque de le faire rougir, il ne l'a su qu'hier, il l'a deviné en fait. J'ai pris un exemple d'une traduction en français relativement moderne, une traduction, je dirais, plutôt cibliste que sourcière, qui cependant n'oublie pas le sens premier du texte traduit, un poème du XIIIe siècle, dans un italien qui est encore très compréhensible pour les italianistes, mais qui est quand même une langue qui a fortement vieilli. Et nous avons, bon, c'est une poésie érotico-grossière, avec des gros mots, mais vous voyez bien qu'on peut très bien ne lire que le texte de droite sans se soucier, au fond, pour le goûter, pour l'apprécier. Il y en a des pires. Hein. J'ai pris une version intermédiaire entre des poèmes d'amour parodiques, des poèmes franchement dégueulasses, et puis quelque chose qui est pas très loin d'être un peu dégueulasse quand même. L'explicite est quand même assez... Mais attirant quand même. Hein. Tout autre engin, vous le tiendrez pour nul, tant mon limier vous aura engorgé, qu'il semblera qu'Arnaud sort de la fente. Bon. Quand en termes poétiques, ces choses-là sont dites. Donc voilà, je prends cet exemple, j'aurais pu en trouver d'autres, mais je tenais vraiment à marquer l'estime que j'ai pour ce travail fait par Sylvain Trousselard et Nella Bisaco-Henry sur des textes difficiles, mais rendus dans une vivacité qu'on peut goûter aujourd'hui. On a d'autres exemples, évidemment, de traductions qui, sans forcément aller dans cette direction, sont capables de réactiver ou de resémantiser des pans entiers de la langue d'arrivée, des strates jadis ou naguère enterrées, et qui vont en quelque sorte vers la reconstitution d'un objet absent ou invisible, à savoir des couches linguistiques ou sémantiques qui ont disparu de la culture expressive de la langue du texte d'arrivée, mais aussi de la langue du texte original.
Je prends un exemple, je prendrai deux exemples personnels. J'ai traduit il y a quelque temps un roman consacré à Descartes de Raphaël et Simone, Les Passioni dell'anima, les passions de l'âme, dans lequel l'auteur utilise à peu près 20% du matériel original de Descartes, la correspondance, qu'il a traduite lui-même en italien. Devant traduire ceci, qu'ai-je dû faire? Évidemment, puisqu'il ne m'a pas donné ses sources, j'ai dû aller compulser la correspondance de Descartes et aller trouver les bouts d'originaux qu'il avait mis dans le texte. Je ne pouvais pas retraduire du Descartes à partir de l'italien, ça me paraissait monstrueux. J'aurais dû le faire, je l'aurais fait, hein, si l'auteur si tout Descartes avait disparu, je l'aurais fait. Mais d'autre part, dans les parties originales en italien, écrites par l'auteur, que je devais traduire en français, je ne pouvais pas le traduire dans une langue du XXe siècle pur. Il a fallu que je décartise, que je vieillisse mon français pour homogénéiser autant que possible, ce qui était un travail beaucoup plus difficile que celui de l'écrivain lui-même, ce dont l'écrivain a convenu. Il m'a dit, bah oui, moi j'ai tout traduit. Enfin, j'ai traduit et j'ai écrit, donc tout dans la même langue, j'ai homogénéisé beaucoup plus que toi. J'ai pu moderniser Descartes plus facilement. Toi, tu as dû repartir du texte de Descartes d'origine et donc réactiver des expressions comme « je fais mon compte de » pour dire « j'ai l'intention de »,« je compte faire quelque chose », etc. C'est juste un exemple. J'ai juste modernisé l'orthographe quand même. Ce phénomène de réactivation de pans sémantiques ou linguistiques disparus ou en tout cas moribonds peut également se produire lorsqu'on a des néologismes, bien sûr, qu'on est obligé ou qu'on décide d'inventer des mots, par calque aussi, ou alors lorsqu'on utilise, j'y ai fait allusion, des patois, des parlers régionaux pour traduire, et c'est le cas pour ceux qui traduisent de l'italien aujourd'hui très souvent, pour traduire l'utilisation massive, y compris dans la littérature policière, par exemple, du dialecte. Ici, je montre, sans les commenter plus que ça, deux exemples de traduction d'un roman où le dialecte est absolument incontournable. On ne pouvait absolument pas s'en sortir avec les notes en bas de page, parce que déjà, des notes en bas de page, il y en a 270 de l'auteur lui-même. On ne va pas mettre 270 notes sur 270 notes de l'auteur, des notes de notes de notes, on devient cinglé. Donc là, il a fallu faire une transposition permanente pour rendre compte de tout le dialecte, qui est le personnage principal du livre. Alors là, vous avez dans Va au-delà, couche-chon, oublie pas que bientôt tu feras la communion. Vous avez un mélange de termes qui effectivement existent plutôt peut-être de l'oral et d'invention. Couche-chon, qu'il a bien fallu modifier à partir du meusien couchon, en ajoutant un S. Il a fallu le modifier parce que mascio en italien, dialecte vénète, qui signifie porc, vera, qui s'emploie dans le sens propre et dans le sens figuré. Sei un mascio, t'es un gros porc, t'es un sale cochon. Il nous fait, l'auteur, un petit commentaire sur le son ch, à distinguer du ch russe. Et donc, là, quand je suis arrivé à cette note, qui est la 5e, j'ai appelé l'éditeur, je lui ai dit, bon, les notes, on ne les traduit pas. Il m'a dit, oh ben si, quelques-unes quand même. Et en fait, quelques-unes, il m'avait piégé, soit c'est toutes ou aucune. Donc j'ai traduit toutes les notes et j'ai dû faire des adaptations constantes entre utilisation de patois, et pas qu'un seul, j'ai dit meusien, mais il y a eu le wallon aussi, le wallon, et transposition de mon patois dans les contraintes du texte de départ. Donc j'affirme, sans me vanter bien sûr, mais j'affirme que c'est là une œuvre de création et de découverte bien largement, bien plus que la traduction au sens où on l'entend ordinairement. Un autre exemple, bon, je passe rapidement, mais on voit ici la bawat, qui en meuse signifie l'insecte, le ver, et qui en italien correspondait à un mot qui est bao, qui est encore du dialecte de Vicence. Il y a aussi des comptines, hein, Bimbisson, Robasson, Bimbian, Minitan, qui continue avec Mini 1, Mini 2, et ensuite Mini 8, Gribouillit, Sordon Fripon et Tire là-dessus. C'est laquelle? Elle d'abord. Ça sert à choisir entre les deux mains fermées, celle dont on espère qu'elle n'est pas vide. Un autre exemple, Pound traduisant Leopardi. Leopardi nous dit dans Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima, littéralement sur le portrait d'une belle femme sculptée dans le monument sépulcral de la même, il nous dit tal fosti or qui sotterra polve scheletro sei. Littéralement, la traduction est passée à droite, ainsi fus-tu, qui es-tu maintenant, sinon poussière enterrée et squelette rouillé. Ah non, pardon, ça c'est la traduction littérale de l'anglais. La traduction littérale de l'italien, c'est ainsi fus-tu. Or, maintenant, ici, sous terre, poussière et squelette, tué. Et même et. Comment on traduit Pound? Déjà, il fait 3 vers, il ne s'emmerde pas. Such was thou,
Who art now but buried dust and rusted skeleton. Et vous voyez, la traduction littérale, on s'est quand même fortement éloigné. Et pire encore, le titre, qui devient A monument, the image cut thereon. Ah, c'est un télégramme, quoi. Il a transformé un Proust en haïku. Donc ici, est-ce qu'on peut encore dire que c'est de la traduction? Oui, bien sûr, c'est de la traduction. Il le présente comme une traduction. Pound n'a jamais dit c'est moi qui ai écrit ça. Il a toujours dit je traduis Leopardi. Mais il fait œuvre originale et le prétend d'ailleurs comme tel. On a un autre exemple très connu, mais je passe pour des raisons de temps, c'est Ungaretti qui a traduit Paulan, Saint John Perse, Blake, Gongora, Lucrèce, Rimbaud, Mallarmé, Racine, Shakespeare, etc. et qui a publié ces traductions en volumes séparés et qui en était très content, au point que quand Saint John Perse a eu le prix Nobel dans les années 60, en 60 je crois, sa traduction de 1930 d'Anabase, qui était complètement oubliée, il veut la ressortir, il veut être payé pour la ressortir, il veut beaucoup d'argent pour la ressortir, sous son nom, c'est un poète célèbre en 1960, Ungaretti, et il dit « Je suis un des 4 fous, sono uno dei 4 matti, che hanno inventato Perse », qui ont inventé Perse. Alors inventé dans le sens de découvrir, hein, les inventeurs, explorateurs qui inventent des fouilles archéologiques, mais il dit « j'ai inventé Perse ». Ungaretti connaissait le sens des mots, il savait que ça voulait aussi dire « j'ai créé Perse ». C'est moi qui ai créé Perse, en Italie en tout cas. Sans moi, Perse en Italie, personne ne le considérerait. Il y a beaucoup d'auteurs, et non des moindres, qui se sont frottés à la traduction. Il y a ceux que j'ai déjà évoqués, mais il y a aussi Gad, il y a Gide, qui a traduit, ai-je appris en préparant cette conférence, qui a traduit Pouchkine sans connaître le russe. Il y a Mallarmé, il y a Pavese, il y a Nabokov, il y a Pasolini, il y a Christoph Hein, il y a Pascoli, il y a Paul Auster, et je cite simplement quelques-uns des plus connus. Il y a aussi, aujourd'hui, inversement, beaucoup de traducteurs qui, un jour ou l'autre, publient un ou des romans, des recueils de poèmes, des textes de création. Je vous ai mis ici une petite constellation. J'ai vécu ça quand je traduisais Meneghel, en utilisant le patois meusien, entre autres. Je me disais, tout en traduisant, un jour, il faudra que j'écrive un roman en utilisant cette langue. Quel dommage que cette langue soit morte, alors qu'il y a 100 ans, elle était encore parlée. Je propose pour terminer quelques réflexions sur la traduction comme métaphore. Traduire, c'est faire passer d'un état à un autre, c'est conduire, mener, ducere, d'un lieu à un autre, conduire plus loin, conduire en passant à travers, etc. Et en grec, je parle sous l'autorité de Sandrine, métaphore, métaphora dérive du verbe métaphéro, transporter, de méta, d'un lieu à un autre, à travers, et phéro, porter. C'est troublant, la similitude étymologique entre les deux termes. Alors la métaphore, c'est quoi? C'est parler de quelque chose en termes d'autre chose, comme diraient Johnson et Lakoff. Ça n'est pas un procédé stylistique qui est propre aux écrivains, aux poètes. Elle a partie liée avec la langue commune, et probablement, je le dis intuitivement, je ne connais pas toutes les langues du monde, moi non plus, pas encore, mais probablement dans toutes les langues humaines. Il suffit de penser dans les langues qu'on connaît aux innombrables tournures dans l'usage courant, tellement courant qu'on n'y pense plus, qui ont une origine métaphorique, une nature métaphorique. Les pieds de la table, les gambe del tavolo, las patas de la mesa, the table legs, le bras de la loi, il braccio della legge, il brazo della lei, the arm of law. Au-delà des expressions métaphoriques idiomatiques, dans un célèbre ouvrage Metaphors We Live By, Lakoff et Johnson, qui est apparu en 80, Lakoff et Johnson montrent qu'il est rigoureusement impossible de parler en faisant l'économie des métaphores. Qu'on parle d'amour, qu'on parle d'avenir, qu'on parle de désir, qu'on parle même de choses matérielles comme la faim, la métaphore arrive tout de suite. Et la langue se réinvente sans cesse, notamment, pas seulement, mais notamment, par l'invention de métaphores nouvelles. Cette fille est une bombe. Si on dit ça à quelqu'un du XVIIe siècle, je pense qu'il ne comprend pas. Ce film est un navet, il ne comprend même pas film, évidemment. Ce gars est un boulet. Ce vin, c'est le petit Jésus en culotte de velours, etc. D'une certaine manière, s'il faut résumer ça par une formule, on peut dire que dans la langue, mais aussi dans l'expérience, qui passe inévitablement par la langue, tout est métaphore. J'affirme de même qu'on peut dire que tout est traduction. Et sur plusieurs plans, à plusieurs niveaux d'interprétation du terme traduction. D'abord, même si on ne pratique qu'une seule langue, disons sa langue maternelle, nous baignons en permanence dans un bouillon de langues mêlées qui ne cessent d'échanger certains de leurs termes, de leurs attributs, de leurs caractères. Spaghetti, leader, pizza, slalom, polichinelle, paella, speaker, scénario, jardin, week-end, gardien, orange sont des traductions ou des transpositions, des calques, parfois au prix d'un glissement de sens, de mots venus d'ailleurs intégrés dans la langue française. Une langue qui n'est donc jamais d'origine tout à fait contrôlée.
Du reste, d'une certaine façon, tous les mots authentiquement français sont le résultat d'une traduction de mots latins ou grecs ou autres, et toute la langue française est le produit d'une vaste et pluriséculaire opération de traduction à partir d'autres langues, qui sont elles-mêmes des traductions. Pas de source. En somme, l'idée même de langue authentiquement française est un monstre épistémologique, et on peut en dire autant de n'importe quelle langue naturelle, et a fortiori des langues artificielles comme l'espéranto. Deuxième point, des œuvres traduites informent de longtemps l'imaginaire, l'inconscient collectif, à commencer, qu'on soit croyant ou pas, par des textes religieux, la Bible, les évangiles, le Coran, auxquels s'ajoutent par exemple les mythologies de la Grèce ancienne, les contes, les légendes de multiples provenances, les innombrables œuvres poétiques, littéraires, théâtrales appartenant au patrimoine commun, qui modèlent, qui influencent, qui inspirent plus ou moins consciemment des foules entières d'individus, y compris parmi celles et ceux qui n'ont pas de rapport suivi avec la lecture. Si on pose à 1000 personnes choisies au hasard la question « As-tu déjà entendu la phrase « être ou ne pas être », telle est la question », eh bien, on obtiendra probablement un taux très élevé de réponses positives. Il y a un film avec Schwarzenegger, où Schwarzenegger, qui va détruire quelque chose, dit « être ou ne pas être, telle est la question », et puis il a un engin explosif dans la main, et dit « ne pas être », et puis il appuie, et derrière lui, il y a tout qui pète. De même, si on leur demande « avez-vous entendu parler de Don Quichotte, ou d'Hercule, ou de Pinocchio, ou de Binoche ?» Dans tous ces exemples, comme dans des centaines d'autres possibles, c'est par l'entremise de la traduction que ces personnages et les schèmes qu'ils véhiculent nous atteignent, nous déterminent pour partie, qu'on soit un quelconque quidam ou un écrivain. Un écrivain, autrement dit, n'a aucunement besoin de connaître le grec ancien pour revisiter le mythe de Médée, comme l'ont fait depuis des siècles des tas d'auteurs, et comme continuent de le faire tant d'artistes, Laurent Godet avec Médécali en 2003, Thomas Gunzig avec Les origines de la vie en 2009, il n'est pas nécessaire de connaître une langue donnée pour puiser dans le patrimoine, dans le réservoir des œuvres écrites, pensées, publiées dans cette langue, et pour en être atteint. Et même lorsqu'il n'y a pas de traduction disponible, que nous n'avons pas accès à ces traductions, eh bien nous sommes quand même susceptibles d'être atteints par des objets, des livres, des personnages, des thèmes, qui ont été écrits ou racontés dans une autre langue que celle que nous lisons, si des passeurs s'en sont fait le relais. Pas forcément des traducteurs, des passeurs, des traducteurs au sens large du terme, qui transportent d'un endroit à un autre, puisqu'ils charrient vers notre univers culturel et linguistique des matériaux qui viennent d'ailleurs. Alors ça peut être des écrivains, mais ça peut être des sculpteurs, des peintres, des compositeurs, ou depuis peu à l'échelle humaine, évidemment, de cinéastes ou de téléastes. Et l'Internet, ici, me paraît être une sorte d'objectivation de ce bouillon de traductions incessantes dans lequel nous trempons. C'est ce qui fait dire au traducteur et écrivain Antoine Volodine qu'il entreprend d'écrire en français une littérature étrangère, ou en quelque sorte une littérature traduite à partir d'une ou plusieurs langues qui n'existent pas. Ici, vous voyez comment il porte l'affirmation de tout à l'heure. Tout se passe comme si Tchekhov et Ibsen avaient écrit en français. Il la porte à un niveau de réflexion qui n'est plus le niveau commun auquel je faisais allusion tout à l'heure. On peut dire que le français littéraire est aussi la langue du livre des morts tibétains, la langue de Pushkin, la langue de Libai, autrement dit une langue qui porte des cultures, des philosophies, des préoccupations poétiques et littéraires qui n'ont rien à voir avec les habitudes de la société française et de l'univers francophone. Troisième point, nous ne cessons de traduire en permanence. Nous ne cessons de traduire ce que nous voulons dire en termes d'autre chose, de mieux connu ou de présumé mieux connu de nos interlocuteurs. Si j'ai séjourné dans un pays très très froid et que j'y ai vécu une expérience de la froidure à nul autre pareil, c'est le cas du pauvre Descartes quand il est parti à la cour de la reine Christine de Suède où il est mort. Il avait très 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 froid. Et que je veux raconter ça à un ami du Maroc qui n'est jamais sorti du Maroc, qui n'a aucune idée de ce que ça peut être un froid pareil. Je vais essayer de traduire mes sensations, vraisemblablement en ayant recours à des métaphores ou à des comparaisons. Je vais dire, bah, c'est comme si j'avais été dans un énorme congélateur. Et il s'agit bien d'une traduction, c'est-à-dire d'une transposition dans une langue, ici la langue française, hein, avec cet ami marocain, nous parlons la même langue, mais je traduis un message en français qui a initialement été conçu dans une autre langue, ou plus exactement dans un autre langage, le langage des sensations physiques, corporelles, sensorielles, le langage du corps.
Au fond, à chaque fois que nous disons « j'ai faim, j'ai peur, j'ai froid », mais aussi « je suis inquiet, je me demande ce qui se passera demain, etc. », nous traduisons peut-être en mots ce qui se dit d'abord ailleurs, dans les viscères, dans le cœur, dans le foie, dans le cerveau. On sait que les époques et les cultures ne sont pas d'accord sur l'endroit où situer le siège des émotions, de la pensée, etc. Et ce qui me fait dire que c'est un langage antérieur au langage articulé, c'est la constatation que l'émotion ou la sensation chez les animaux, selon des codes dont on sait très peu de choses, mais qui manifestement existent, l'émotion ou la sensation, alors qu'il n'y a pas de langue articulée, se disent, enfin, que les animaux sont capables de ressentir à peu près les mêmes émotions que nous, la même gamme de perceptions et de sentiments. Ils peuvent évidemment avoir faim, froid, soif, etc., mais aussi ressentir des impressions qu'on prendrait à tort pour abstraites, comme la peur, l'angoisse, la joie, le désir, l'espoir. Et c'est aussi le constat que ces perceptions et émotions se traduisent, en tout cas chez les mammifères dits supérieurs, avec les limaces, je ne sais pas, on voit moins bien, dans une grammaire du corps qui ne nous est pas étrangère. Les animaux peuvent bien sûr mourir de faim, de soif, de froid comme nous, mais ils peuvent aussi mourir de peur, de tristesse, d'angoisse, ou sautiller dans tous les sens tellement ils sont contents, comme des supporters quand leur équipe vient de gagner le match. Évidemment, dans le cas de l'animal humain, on a toujours la possibilité, voire le devoir, d'envisager le match retour, le processus inverse, autrement dit de considérer que les mots, la langue telle qu'elle s'est constituée pour un sujet donné, rétroagit sur le monde sensoriel et corporel, et même la langue telle que le sujet donné l'utilise. On peut penser, on ne peut pas l'exclure, il y a des courants entiers de la médecine qui s'occupent de ça maintenant, et bien sûr la psychanalyse a commencé la première, on ne peut pas exclure qu'à force de dire, sans y penser, ce que fait ce gouvernement me fait mal au ventre, on finisse par induire dans son organisme véritablement des troubles gastriques. C'est ce qu'on appelle psychosomatisé ou somatisé. En somme, la traduction dans laquelle nous baignons agit certainement dans les deux sens, du corps vers les mots et des mots vers le corps. Il n'y a donc que des traductions. Or, la traduction, point de salut. Or, la traduction, point de savoir. La connaissance et traduction. L'expérience du traducteur, à mon sens, devient ici exemplaire, paradigmatique de toute entreprise de compréhension et d'explication du monde. Quand il n'est pas trop obtus, le traducteur sait que son travail comporte des zones d'incertitude, parfois massives. Il sait que le texte d'arrivée qu'il produit n'est qu'une tentative partielle de rendre compte d'un autre texte, qu'il ne comprend pas toujours pleinement. Il le sait. Et il met des notes en bas de page pour dire ici, oulala, pas facile à traduire. Hein. Voire, on ne sait pas très bien, il veut dire une chose, puis il veut peut-être dire le contraire en même temps. Je parle de texte littéraire, hein, je ne parle pas des modes d'emploi de sèche-cheveux. Donc, je parle des textes littéraires dans la mesure où le texte littéraire, c'est ce texte qui ne se résout jamais à une lecture univoque. C'est cet objet qui est sans cesse réinterprétable et donc retraduisible, y compris dans la langue même où il est écrit. La preuve, on continue à écrire des articles et des livres sur Cicéron, pour interpréter Cicéron, sur Pline, aujourd'hui. Alors, quant aux textes sacrés, c'est ce qu'on appelle l'exégèse et l'herméneutique, et quant aux autres textes, c'est ce qu'on appelle la critique, mais la traduction a de plein droit à entrer dans ce qu'on appelle la critique du texte. Le traducteur est face au texte à traduire comme quiconque, scientifique ou homme de la rue, face au réel. Il ne le comprend et ne peut le faire parler qu'en fonction de ses présupposés. On appelle ça des axiomes en science, mais ça s'appelle des préjugés dans la vie de tous les jours. Présupposés, conscients ou inconscients, je dirais conscients et inconscients. Pour conclure, il n'y a évidemment pas de traduction sans autre que soi. Traduire, ça présuppose toujours qu'il y a un autre à qui je parle. La traduction, c'est toujours déjà la société. Et inversement, dès qu'il y a un autre que soi, il y a traduction. La société instaure d'emblée la traduction. La traduction, j'espère l'avoir esquissé, est une source possible de réflexion dans tous les sens, une source de création, une source de ressources, une source de découverte et de redécouverte, de considérations traductologiques, bien sûr, mais de pistes et motifs de recherche plus amples, d'incitation à penser le vivre ensemble, le rapport à autrui, j'en passe, et bien sûr la traduction est la source de ce colloque dont je remercie encore les organisateurs et vous, public chéri, pour votre écoute. Merci. Oui. Et excusez-moi pour cette intervention qui est... Ne vous excusez pas. C'est une intervention d'un étranger et doublement étranger.
Et étranger parce que je suis chilien, donc hispanophone. Et donc je ne sais plus maintenant si je suis en train de traduire ma pensée en espagnol ou si je suis en train de parler en français. Et étranger aussi parce que je suis mathématicien appliqué, donc assez éloigné de votre domaine, mais c'est un plaisir pour moi de vous avoir écouté. Je ne sais pas si je vous ai compris au sens profond du terme, mais ce que vous avez dit me rappelait trois phénomènes dont j'étais, pour ainsi dire, la victime. Ma grande surprise de voir que le thriller d'Alan Ayckbourn, Communicating Doors, pour lequel il y a 2 mots français mais magnifiques, porte communicante, a été traduit par temps variable en soirée. Dans une adaptation de Michel Blanc. Et là, vous avez dit qu'il y avait un phénomène d'adaptation à sa langue, sa culture. Et je ne sais pas si je vais trop loin dans vos propos, si j'ajoute aussi une adaptation à son identité, qui est quelque chose d'un peu plus rattaché à l'individu que tout simplement sa culture, qui est un peu vaste. On peut partager une même culture et pas pour autant partager une même identité. La seconde remarque que je voudrais vous soumettre, si ça mérite un commentaire, c'est le fait d'avoir appris au Chili que la traduction, l'une des premières traductions françaises des œuvres complètes de Sigmund Freud était peut-être la plus éloignée de l'œuvre de Freud, et qu'il a fallu attendre le travail de Jean-Bertrand Pontalis pour avoir quelque chose de plus proche. Alors Jean-Bertrand Pontalis est philosophe, psychanalyste, écrivain, éditeur. Alors, qui des 4 a traduit? L'éditeur, le psychanalyste, l'écrivain ou le philosophe? Ou tous les 4 dans une certaine mesure? Je suppose que c'est la réponse la moins compromettante. Et finalement, une troisième anecdote. En tant que Chilien, j'ai eu l'honneur, on va dire, même si je ne le prends pas comme tel à l'époque, parce que j'avais 5 ans, de recevoir chez moi plusieurs reprises Pablo Neruda, le Nobel 1971, et connu au moins du monde hispanophone. Il est connu un peu en France aussi. Hein. Il y a un film en Italie qui quasiment lui est consacré. Ouais. Un grand ami de mon père, pour des raisons littéraires, et il ne faut pas les cacher, politiques aussi. Et on discutait de son œuvre avec lui-même. Lors du décès d'un ami personnel, et plus que personnel, en 2010, je me suis permis de prendre l'un des poèmes du recueil 20 poèmes d'amour et une canción desesperada, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée, si on le met littéralement. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction, mais c'est mot à mot en tout cas. Et après, j'ai retrouvé, bien sûr, dans ma bibliothèque, une traduction de cet ouvrage en français. Eh bien, les 2 poèmes n'avaient pour ainsi dire rien en commun. Ni ma traduction avec celle de, je suppose, puisque c'était édité par NF. La Pléiade, hein? RNF. Oui. NRF. Dyslexie. Donc je suppose que c'est un traducteur d'excellence, mais nous n'avions pas du tout interprété les poèmes que j'avais choisis de la même manière. Merci. Je vous en prie. Je vous réponds très très vite sur temps variable en soirée. Alors d'abord, c'est la prérogative de l'éditeur de trouver le titre. Hein. Moi, on m'a déjà changé mes titres. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément le traducteur qui a décidé d'appeler temps variable en soirée quelque chose qui s'appelait porte communicante. Sur l'identité, vous avez raison, j'y ai fait allusion très vite. Hein. J'ai dû passer rapidement sur beaucoup de choses. Lorsque je dis le traducteur, il traduit avec son bagage, sa culture. La culture fait partie de l'identité, plus que le contraire peut-être, hein, de l'identité de l'individu.
Évidemment, il faudrait même voir, quand on dit « nous avons la même culture », ce que ça veut dire. En réalité, ça ne veut pas exactement jamais dire ce que ça veut dire. Hein. Personne n'a la même culture que quelqu'un d'autre. Parce que dans la culture, il y a les parents, il y a les amis, il y a etc. La traduction de Freud, alors ça c'est un cas intéressant, c'est qu'on peut avoir de mauvaises traductions, des traductions très infidèles, qui quand même remplissent pleinement leur rôle, parce que Freud a été mal traduit, mais il a quand même essaimé en France avec de mauvaises traductions. Et beaucoup de gens disent, il faut tout traduire, et ça a été dit tout à l'heure dans le discours, je crois, du directeur de votre UFR, mieux vaut une mauvaise traduction que pas de traduction. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Parce que bizarrement, lorsqu'un texte est important, même mal traduit, on sent que quelque chose est dedans. Le traducteur, même mauvais, il ne peut pas s'empêcher de trouver quand même des choses. Et puis, rien en commun, alors il faudrait voir sur pièce, si je puis dire, mais ça, j'ai voulu montrer ou sous-entendre que ça ne veut en tant que tel rien dire. Ça n'est pas le seul critère, disons. On peut avoir une traduction comme celle de Pound, dont on ne peut pas douter que c'était un grand poète, qui fait une traduction qui n'a rien en commun en apparence avec Leopardi, qu'il doit quand même pour partie à Leopardi, et qui fait une œuvre nouvelle. Donc il faudrait être capable, et là votre connaissance parfaite de l'espagnol chilien vous dessert, pour apprécier pleinement une traduction française indépendamment de l'original. Hein, c'est l'ambiguïté des textes en bilingue. Lorsqu'on connaît les deux langues, même quand on ne les connaît pas, moi j'ai des traductions de Rilke, je ne connais pas l'allemand, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder et de me dire « Ah là, à mon avis, non, la traduction, je n'aurais pas fait ça », alors que je ne connais pas l'allemand. Quand il y a les deux langues, on regarde. Alors si c'est vraiment du chinois ou de l'arabe et qu'on ne maîtrise pas l'alphabet arabe ou les idéogrammes chinois, on n'en pense rien. Mais quand c'est écrit dans l'alphabet latin et qu'on connaît quelques langues latines ou en alphabet latin, alors on a des avis sur comment il faudrait faire, et c'est terrible pour le traducteur, qui peut-être a fait un travail magnifique, hein, je ne connais pas cette traduction dont vous parlez, mais qui devient dégueulasse si on la rapporte à l'original en termes de fidélité. Voilà. En termes, ça n'a plus rien de commun. Ça peut n'avoir rien de commun et être néanmoins un très bel objet final, c'est ça que je veux dire. Et ça peut être très fidèle et être vraiment très mauvais. Ça fonctionne? Il faut le mettre juste assez proche. Proche, oui. Je voudrais juste attirer, enfin, je ne sais pas si je vais le faire, mais attirer votre attention sur le fait que certains débats sont datés historiquement. Notamment la problématique de la copie versus original. Je crois que c'est un fait, je crois, qui fait partie des universaux de la traduction. Cette problématique de copie versus original est récente. On peut dire que c'est l'une des séquelles de la modernité, parce que, comme enfin, je l'ai constaté dans la langue culture arabe, mais également, je crois, dans les langues vernaculaires, la distinction, la notion d'auteur, doctorias, est récente. Parce qu'auparavant, on ne faisait pas le distinguo entre traducteur et auteur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traductions qui étaient considérées comme des créations. Absolument. Voilà, je crois au Moyen-Âge, etc. Même chose, la même chose dans notre culture, la culture arabe. Donc déjà, et je crois, donc ça c'est un point. Deuxième point, je crois que donc aussi certaines choses, certains problèmes peuvent être vus selon l'angle de vue. Lorsque Christophe parlait tout à l'heure, lorsqu'il parlait de sources, etc., et surtout lorsqu'il parlait de... Moi, je crois, par exemple, alors pour ramener les choses vers mon univers, je crois que tout est une question de dénonciation et de réénonciation. Étant linguiste de formation, je crois que, par exemple, moi, enfin, je suis pas j'ai pas créé ça, mais j'ai adopté ce point de vue, c'est-à-dire que il suffit juste de dire que ce qui se passe en traduction, c'est ce qui se passe exactement dans toute forme de réénonciation. Même Fuchs a très bien parlé de ça en parlant de la paraphrase, c'est-à-dire que même dans le discours cité, même dans le discours direct, c'est-à-dire que lorsqu'on transpose un discours d'une instance énonciative à une autre, il y a toujours une présence de l'instance énonciatrice de la seconde. Il y a toujours... Alors, c'est-à-dire que moi, dans mon petit univers de linguiste, voilà, d'énonciatif, etc., c'est-à-dire qu'il y a toujours une présence de la subjectivité du traducteur. Et le problème est réglé. Pourquoi on demande à la traduction quelque chose qui est impossible humainement. Voilà, impossible même dans la paraphrase. Je crois que le problème, théoriquement, il est déjà réglé lorsqu'on parle.
lorsqu'on s'inscrit dans... Mais en littérature, c'est autre chose, vous voyez, parce qu'en littérature, il y a déjà l'esthétique, il y a l'impact de ce qu'on peut appeler, je ramène ça à mon jargon, les codes socio-sémiotiques, c'est-à-dire, voilà, donc les genres, etc. Je crois que là... Donc tout dépend, est une question de discours, d'angle, de point de vue. C'est très très intéressant. Ça me fait penser à une chose que j'aurais dû évoquer parce qu'à mon avis, vous avez pleinement raison. C'est récent ce débat et je pense qu'il est lié. On doit pouvoir montrer qu'il est historiquement lié à la prise en compte, à la reconnaissance du statut juridique de l'auteur. Et dès lors, il devient important de spécifier la place du traducteur par rapport à une œuvre, sinon c'est du plagiat. C'est considéré comme du plagiat. Alors, mais ceci dit, le serpent se mord la queue parce qu'en France, vous le savez aujourd'hui, le traducteur a exactement le même statut qu'un auteur. Juridiquement, il n'y a aucune différence. Son texte est protégé 70 ans après sa mort, au même titre qu'un auteur. Il est beaucoup moins bien payé en pourcentage, mais il est paradoxalement, en général, beaucoup mieux payé que l'auteur, parce qu'il est payé pour faire une traduction. Il est mieux payé pour le texte qu'il produit que l'auteur qui l'a écrit, quand ce n'est pas un auteur connu. Donc ça me paraît très juste ce que vous dites. Et évidemment, la situation, c'est ce que j'ai voulu dire à la fin, c'est que la situation du traducteur est semblable à celle de l'homme de science ou de l'homme de la rue, qui est dans des questions d'énonciation, de réénonciation en fonction de présupposés, etc. Et quand il doit raconter ce que quelqu'un lui a dit, il le fait dans ses propres mots. On ne peut pas lui demander de le faire avec des mots qui n'existent pas ou qu'il ne possède pas dans sa langue. Donc absolument d'accord avec vous. Je vais profiter du fait que je sois en présidence de séance pour m'attribuer la parole quand ça m'arrange. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc profitons-en. Non, je voulais effectivement rebondir là-dessus et sur les notions d'auteur et de traducteur. Il suffit, bon, puisque je travaille sur des périodes anciennes, ces notions sont beaucoup plus floues. Il ne suffit pour moi que de citer Pétrarque, qui a largement pillé la littérature antérieure. Par exemple, Pétrarque qui traduit tout simplement Folquet de Marseille sans évidemment le mentionner, le signaler. Dante également, avec Arnaud Daniel, il ne le cite pas au moment où il le traduit, où il l'exploite, Sordello également. Et en fait, la notion de propriété est très floue à l'époque. Et au Moyen-Âge, le fait de citer, d'utiliser ce qui a été fait, de réécrire, de s'approprier de cette manière-là, c'est même une vertu. Donc on va utiliser ce qui a été produit dans une autre langue, dans une autre région, chez un autre auteur, on va s'approprier ça, et ce sera vraiment interprété comme étant une vertu. Et c'est même tellement... Et un hommage à celui qu'on emprunte. Et d'une certaine manière, un hommage, puisqu'on se met dans le sillage, on utilise des auctors pour, disons, se placer vraiment sous l'autorité d'un tel ou pas, en le citant ou pas. Généralement, on ne le cite pas. Mais c'est tellement intégré, même dans les études médiévales, et ça, c'est une anecdote toute personnelle. Vous avez vu la traduction que j'avais faite avec Nella, que Christophe a projetée, de Rustico Filippi, qui est un auteur florentin de la deuxième moitié du XIIIe siècle, qui était mort en 1290. À ma soutenance de thèse, on m'a fait dire que Rustico Filippi avait cité Dante. Sauf que Dante était un peu plus jeune, ça ne pouvait pas coller chronologiquement. Mais on a tellement intégré la notion d'auteur majeur et d'auteur mineur qu'on en arrive à dire des bêtises après, à se tromper finalement, parce que certaines présences sont très très encombrantes. Et là, bon, inévitablement, ça devait être que Dante, En plus, tous les deux Florentins et du même quartier. Alors, j'ai beaucoup apprécié votre communication, mais elle m'a un petit peu troublé. Moi, j'ai travaillé sur la traduction du canon d'Avicenne, et j'avais ce sentiment que le traducteur devait être systématiquement cibliste pour produire un texte concret, on va dire, d'utilité publique. Alors, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que si on veut produire pas de la littérature, mais un produit utile, on va dire, entre guillemets, est-ce qu'il faut être plutôt cibliste, sourcier, je sais. Mon avis n'engage que moi. Mais j'ai cité Volkovitch au début parce que je pense qu'on ne peut pas répondre en fait à votre question. Il y a pour chaque texte qu'on traduit une décision à prendre, une décision générale à prendre. Et évidemment, si vous visez un public très large et que vous voulez donner à connaître la pensée d'Avicenne
à une population d'aujourd'hui qui ne connaît pas du tout, évidemment, l'arabe ancien, mais qui ne connaît pas non plus le français ancien dans lequel on pourrait le traduire, etc., il faut opter pour une option cibliste, archi-cibliste. Si, en revanche, on fait un travail pour érudits, etc., et qu'on veut rendre compte de caractéristiques linguistiques, culturelles, propres à l'époque dans laquelle écrit Avicenne, on va faire un travail différent. Donc je crois que si vous savez, Méchonic a retraduit notamment la Genèse en suivant vraiment d'aussi près que possible l'hébreu. Ça donne des phrases sans verbe, ça donne des mots comme ça épars, ça donne quelque chose de fragmentaire. On a l'impression de voir un texte comme si on le regardait à travers une grille, de voir qu'une partie du texte. Ils disent non, c'est une traduction fidèle, littérale. Peut-être que la Bible n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu si elle avait été d'emblée traduite comme ça. Aujourd'hui, par contre, c'est très intéressant pour quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu ancien, puisqu'il a traduit à partir de la version en hébreu, c'est très intéressant d'avoir cette version-là aussi. J'ai envie de dire qu'idéalement, il faudrait tout traduire, et tout traduire de plusieurs manières différentes. Je reprends l'exemple de Ménéghel, que j'ai traduit donc en le suivant de très très près, de façon très très sourcière, et en même temps de façon très très cibliste, parce que j'utilise des patois francophones pour traduire ces patois, ces dialectes italophones. Il y a une traduction qui est apparue un an après en anglais, en américain, enfin en Amérique. La traduction a fait disparaître complètement les notes, a fait disparaître quasiment entièrement le dialecte, ne garde que des petits bouts par-ci par-là qui sont ensuite retraduits en américain. Eh bien c'est bien qu'elle existe aussi, cette traduction-là. L'idéal, ce serait qu'il y ait les deux. Hein, parce que ma traduction, il est évident qu'elle est vraiment réservée à des gens qui ont vraiment envie de s'amuser avec la langue, de se questionner, de s'interroger sur les strates linguistiques, les enjeux politiques des langues dominantes et des langues dominées, des langues minoritaires, etc. Pour quelqu'un qui voudrait lire simplement le côté très très joyeux du livre, l'enfance de l'auteur, des anecdotes rigolotes sur la sexualité des gamins, etc., eh ben évidemment, ma traduction est un peu rébarbative. Elle n'est pas assez cibliste au sens banal du terme, ou elle est trop cibliste au sens que j'ai dit tout à l'heure. Donc je ne réponds pas à votre question. Je pense que vous avez tout à fait raison de faire un Avicenne grand public, évidemment. Et surtout s'agissant d'un auteur du monde arabe. Là, je crois que là, il faut le faire très très grand public. Aujourd'hui, je veux dire en France. Je vais essayer de résumer un petit peu cet échange qu'on a eu. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Moi, ce qui me frappe, dès la première intervention, celle de Mario Haves, qui nous dit « Là, je ne sais pas ce que je traduis. Est-ce que je traduis ma pensée en langue étrangère, etc. » L'intervention de Hamid Guessou, qui nous parle aussi donc, de cette notion d'octorias relativement récente. La traduction d'Avicenne, effectivement. Et puis aussi, dans des propos de Christophe Mileski, j'entends résonner dans tout ce que vous avez dit, cette notion, en fait, d'identité. Parce que quand vous utilisez dans vos traductions donc, le patois meusien, vous dites quelque chose de vous-même. Quand vous dites « est-ce que je traduis ma pensée originale », on va dire, voilà, vous vous situez par rapport à une perspective chilienne. Ensuite, je reviens donc à cette traduction dans le patois. Je me souviens avoir eu à traduire des nouvelles d'un historien de l'architecture qui avait écrit des nouvelles, et il était allemand, et d'avoir à les traduire en français à l'occasion d'un article. Et je me suis aperçue que ce monsieur, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les toits de Londres et puis dans les rues de Londres, en tant qu'Allemand réfugié en Grande-Bretagne, avait dû ramasser les ordures. Et donc il raconte ça dans des nouvelles, et puis il dit, il utilise donc, dans son allemand un terme qui est en fait un terme bavarois pour dire, alors du coup je ne trouve plus le terme en français, la personne qui ramasse les ordures. Les boueurs. Les boueurs, merci. Et dans ma traduction, très simplement, j'avais traduit avec, et donc il donne un titre à cet éboueur parce qu'il trouve que c'était quelque chose de très noble à faire à ce moment-là à Londres. Et donc il s'était
il avait décidé qu'il s'appelait Monsieur Van Ramadouri. Voilà. Et moi, j'avais traduit Monsieur Dubourrier. Parce que, certainement en gallo, j'ai vérifié ensuite, moi je viens de Bretagne, donc on a plusieurs langues, on a le français, on a le breton et on a le gallo. Et pour moi, Monsieur Dubourrier, voilà, je traduisais le titre, Monsieur Dubourrier, et pour moi c'était Bourrier, voilà, c'était le terme qui m'était venu à l'esprit. Mais ensuite, en faisant relire ce texte, je me suis aperçue que personne ne comprenait Monsieur Dubourrier et l'allusion à l'éboueur. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, on traduit toujours dans son identité. Absolument. On met toujours quelque chose, et c'est là que la traduction est créatrice. Hein. Donc, du coup, j'essaie de faire un petit résumé, mais pour dire que, voilà, la traduction est création, mais la création, c'est la subjectivité. Et c'est là qu'on peut dire on est à la fois sourcier et cibliste, ou sourbliste et circier, hein, comme aimait à le dire Méchonic. Méchonic qui, lui, en fait, pourquoi est-ce qu'il traduit comme ça? Tout simplement parce que Méchonic, grand amateur de musique, veut retranscrire la musicalité de la langue, parce que pour lui, eh bien, c'est la meilleure façon de se rapprocher du texte original. Voilà. Donc, il met aussi sa subjectivité en avant, comme le fait donc Christophe Mileski quand il traduit dans son patois meusien, et quand il nous dit ensuite « mais j'aimerais écrire dans ce patois disparu », dans cette langue, pardon, disparue. Voilà, donc traduction et création, et aussi traduction de l'identité et de la pluralité. Donc maintenant, je vous invite à tous nous rencontrer autour d'une pause café.